Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus personnelle. Doit-on aller vivre, s'installer, vivre en Thaïlande et travailler à partir de la Thaïlande? Je fais une réaction suite à une vidéo qui a été publiée par Aurélien Maker, qu'on m'a envoyé 10, 15, 20 fois, donc je commence un peu à en avoir marre qu'on me l'envoie. Donc je fais une réaction un peu plus publique, ça va permettre de vous répondre à vos questions. En fait, Aurélien Maker, voilà, il a publié, je sais pas, quelque chose comme 400 vidéos, donc à mon avis, il s'est un peu raté sur celle-là. Il y a tout le monde qui s'énerve dessus. Il faut quand même accepter que sur 400 vidéos, un mec puisse dire 2-3 conneries de temps en temps et se laisse enfumer. C'est pas pour ça qu'il n'est pas crédible ou qu'il raconte n'importe quoi sur les autres. Donc en l'occurrence, sur celle de la Thaïlande, il n'y a quasiment pas de doute, il a raconté un certain nombre de choses inexactes. Comme vous m'avez tous posé la question, je vais vous répondre sur la réalité de la vie en Thaïlande. Je vous invite d'ailleurs à visiter le compte d'Aurélien, moi je le suis de temps en temps. Il y a des choses qui m'ont intéressé dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il publie comme vidéo, donc voilà. Enfin, faut arrêter le flingage, quoi. Concernant la Thaïlande, en fait, il a évoqué 4 points. Il a évoqué 7 raisons, il y en a 3, c'est des raisons un peu personnelles. Tous les goûts sont la nature, le climat, le machin, le truc. Bon, ça, je vais laisser de côté. Quand on s'expatrie, les goûts et couleurs, lui, il a vécu, il faut quand même préciser, c'est pas un débutant, il était vivre en Australie. Ensuite, il est parti en Colombie et maintenant, il s'est installé au Portugal. Donc, il a déjà 3 pays à son compteur. Il est déjà un peu plus expérimenté que la moyenne. Généralement, quand on s'expatrie, au bout du 3e pays, on sait à peu près ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc, voilà, donc lui, il aime le Portugal. Voilà, donc il n'aime pas la Thaïlande. Concernant maintenant les 4 points, il a souligné 4 points qui sont vraiment discutables, il faut revenir dessus. Alors le premier, c'est est-ce qu'on peut acheter un bien immobilier en Thaïlande? Alors évidemment, la réponse, elle n'est pas blanche ou noire, elle est grise. Oui, on peut acheter un appartement en Thaïlande. En fait, les Thaïlandais, ils ont un truc qui est discutable, mais dans le positif ou négatif, c'est qu'ils considèrent que le sol appartient aux Thaïlandais. D'ailleurs, j'en profite de Bangkok City, hein. J'ai pris le t-shirt aujourd'hui pour faire la vidéo qui va avec. Parce que je suis au Costa Rica, donc c'est un peu absurde de parler de la Thaïlande en étant au Costa Rica actuellement, mais voilà. Donc les Thaïlandais, ils croient vraiment que le sol appartient aux Thaïlandais. Il n'appartient pas aux Français, aux Chinois, aux Japonais, aux Américains, il appartient qu'aux Thaïlandais. Et des Thaïlandais bien comme il faut, quoi. Les Thaïlandais sont fiers et racistes, il n'y a aucun doute là-dessus, même vis-à-vis des Blancs. C'est une réalité. Encore une fois, quand on voit ce qui se passe en France sur vivons tous ensemble, et tout, je reçois entre 1 et 5 témoignages par jour, quasiment tous les jours. Vous m'écrivez de partout, là, ça tombe de tous les côtés, donc c'est assez enrichissant pour moi. Ça me permet d'avoir une vision un peu plus large que ma petite vie personnelle. Il y a quand même un thème qui revient assez souvent dans vos messages, c'est les musulmans en France. D'un côté, il y a la bonne rhétorique socialiste qui dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame, les musulmans sont gentils, il n'y a qu'une partie qui est méchante. De l'autre, il y a quand même un paquet de gens qui, au milieu des musulmans, ont un peu de mal à vivre. Mon opinion personnelle, c'est qu'on ne peut pas mélanger les religions. Ça ne marche pas. Donc il faut être français pour essayer de l'imaginer, pour pouvoir s'imaginer qu'on peut vivre tous ensemble avec des religions différentes. D'après ma propre expérience, Dieu c'est une chose, la religion c'est vraiment une rhétorique, c'est vraiment une crèmerie, c'est du marketing de pouvoir des peuples. Et donc quand on veut dominer un peuple avec un artifice, évidemment, et qu'il y a plusieurs crèmeries, c'est la compétition et ça cohabite très très mal. Donc quand je reçois tous vos messages, ça a l'air d'être un peu chaud, le thème des musulmans en France. Au quotidien je parle, hein, je parle pas les grandes déclarations et socialistes partout. Je parle vraiment au quotidien, ça n'a pas l'air d'être génial de vivre tous ensemble. Oula, il y a une invasion de perroquets. Les Thaïlandais qui disent la Thaïlande ça appartient qu'aux Thaïlandais et pas aux autres, qui maintiennent une unité nationale et qui sont racistes pour vis-à-vis de la rhétorique française, on peut penser que voilà, c'est pas bien, c'est machin, ces trucs. Mais l'effet qu'est une unité nationale, une culture nationale et la défendre, est-ce que c'est si mal que ça? Voilà, après avoir expérimenter un peu plus la vie internationale, je trouve qu'on ne peut pas reprocher aux Thaïlandais de défendre leur culture, de défendre leur sol. Et on dit oui, c'est pas l'ouverture pour le commerce international, il faut que tout soit ouvert et voilà, il faut tout brader et tout. L'unité nationale, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose à brader. Et posséder le sol,
voilà, ça fait partie de l'unité nationale. Voilà. Donc les Thaïlandais, ils ne vendent pas le sol. Après, en Asie et en Thaïlande, je vous parle des systèmes, il y a différentes possibilités pour quand même posséder en Thaïlande, que ce soit des maisons ou des condos. Donc les condos, le système des condos, des appartements, ça repose sur le fait que quelqu'un qui achète un appartement à Bangkok ou dans une ville thaïlandaise ne possède pas le sol. En fait, pour chaque immeuble, la Thaïlande exige que 51% de l'ensemble des propriétaires des condos soient thaïlandais. Ça veut dire que 49% des gens peuvent être non thaïlandais et peuvent avoir un titre de propriété d'un appartement. Donc c'est ça le principe. Donc certains à la va-vite concluent ouais mais non, c'est impossible d'acheter un appartement quand on est tous, les Thaïlandais n'ont pas de thunes et on se retrouve tous entre expatriés dans les mêmes tours. Oui et non. La Thaïlande, c'est 65 millions de personnes. Du blé en Thaïlande, il y en a. C'est pas une économie qui va mal, hein, elle croit. En outre, comment dire, il y a, je sais pas combien on est, on doit être 1 million d'expatriés en Thaïlande, je sais pas combien on est. 1 million, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a 70 000 Japonais, 30 000 Français officiels, après il y a tous les non officieux. Je pense qu'on doit être 1 million. Donc 1 million rapporté à 60 millions. Je vous laisse juste calculer, même dans les quartiers riches, c'est compliqué de ne pas avoir assez de Thaïlandais dans la tour. Donc ça arrive de temps en temps, effectivement, qu'on ne puisse pas acheter un condo dans une tour où il y a plus de 51% étrangers dedans déjà. Mais dans la plupart du temps, on peut acheter des condos librement en Thaïlande avec un acte de propriété. Là où c'est plus compliqué, ça concerne les terrains. Alors les terrains, donc comme je vous ai dit, on peut pas, si on n'est pas thaïlandais, on ne peut pas acheter un terrain. En revanche, une société peut acheter un terrain. Et là où Aurélien Maker s'est fait enfumer, c'est qu'il a écouté des losers et les losers lui racontaient le système des losers. Il faut comprendre une chose, dans les pays, il y a toujours deux systèmes en fait. Il y a un système pour la masse, pour les plumés, et puis il y a un système pour les gens riches, une espèce de backdoor, une espèce de passe-droit, un fast-track dans les aéroports où on ne fait pas la queue. Voilà. Donc dans tous les pays, il y a des combines qui sont prévues pour les riches, pour les gens qui ont de l'argent, pour pas qu'ils soient mélangés avec... C'est sûr que le mec qui arrive avec $1 million en Thaïlande, le gouvernement thaïlandais ne le regarde pas de la même manière que le beatnik drogué australien ou américain qui vient faire la full moon party à Koh Phangan, qui va se déglinguer avec des champignons hallucinogènes et qui va se blinder d'alcool, qui va faire n'importe quoi et qui va dépenser 2 € par jour. Parce que la junte militaire l'a dit, ça, elle n'en veut pas de ces touristes-là. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Franchement, c'est du touriste de merde qui rapporte que dalle au pays, qui saccage, qui fait n'importe quoi. Donc les militaires, ils ont dit ouais, non, nous on veut pas de ces mecs-là. Donc il y a des boulevards à couillons. Maintenant, les passeports, les visas, on leur donne plus. Ils ont le droit de venir qu'une fois par an, etc. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Franchement, les Thaïlandais défendent leur territoire, défendent leur pays. Moi, ça me choque pas plus que ça. Maintenant, si vous n'êtes pas un beatnik drogué qui fait n'importe quoi, qui arrive les drones, les machins et tout comme ça, tout tagué de à tous les côtés sur la peau et tout, croyez-moi, la Thaïlande elle va bien vous aimer et je vais vous dire tout ce qu'ils mettent à disposition pour les gens qui les intéressent. Donc la première chose qu'il y a, c'est que vous avez des sociétés d'avocats étrangères, américaines pour ne pas les citer, qui vous proposent des prête-noms fiables. Sur très longue durée, ce qui fait que vous avez votre société, vous avez un prête-nom contrôlé par un avocat et vous possédez 49%. Des milliers de Français possèdent des maisons, leur fief c'est Koh Samui par exemple, mais il y a Pattaya, il y a différentes zones des pays touristiques où ils font la location saisonnière. Des milliers de Français, puisqu'on va parler des Français, je ne parle pas des Américains, des Australiens qui sont largement plus nombreux, des milliers de Français possèdent des maisons avec des terrains en Thaïlande, par le biais de compagnies. Il y a un autre système qui est un autre fast track en 12D, pas pour les losers. Ça consiste à les banques aussi. Vous doutez bien que les banques, elles sont toujours, dès qu'il y a des problèmes, elles sont toujours là pour huiler les rouages. Donc les banques proposent une espèce de sorte de leasing. Vous achetez votre terrain. Bon, c'est les montages. Vous achetez votre terrain. La banque est officiellement le propriétaire et elle vous le met en leasing. Et vous payez un intérêt tous les mois pour avoir la libre jouissance, protégée légalement. Et cet intérêt que vous payez tous les mois, on vous le refile. En grosso modo, résumé, je synthétise grossièrement. Donc là, votre acte de propriété est mis en place avec un partenariat avec la banque, etc. etc. Il y a d'autres solutions.
C'est pas génial, mais on peut acheter des terrains sans avoir un taille qu'on ne connaît pas, qui nous soit imposé à 51%. Ça c'est pas vrai. Il y a énormément de projets immobiliers qui sont détenus par des étrangers. Il y a vraiment des possibilités. Petit aparté à ce stade de la démonstration. Que font les couillons en Thaïlande en immobilier? Et ce que je vous invite à ne jamais faire sous aucune raison, sauf si vous êtes vraiment riche et que vous êtes dans un trip donation consciente. Ce que font les couillons en fait, c'est qu'ils se prennent une petite nana, voilà, la petite nana va tendance à avoir baisé, elle va avoir tendance à baiser 50 fois plus qu'une blanche, donc les mecs se retrouvent au paradis pour la première fois de leur vie, et puis les nanas vont leur jouer du violon et vont chercher à épouser le mec, ou alors vont chercher à faire en sorte que le gars achète une maison en Thaïlande, et vont naturellement se proposer pour endosser sur le contrat de propriété les 51% dédiés à la Thaïlande, le pigeon gardant les 49%. Alors ça il y en a, l'internet foisonne de témoignages de gens qui se sont fait plumer comme ça. Non mais enfin, comment parler. Il y a d'un côté, c'est comme d'un côté il y a Dieu, de l'autre côté il y a les religions, d'un côté il y a l'espèce de force supérieure que la physique quantique tente d'appréhender, qui a l'air d'être une réalité mais qu'on ne sait pas comment aborder parce que ça nous dépasse, et puis de l'autre il y a des religions qui sont jamais que des mecs qui sont là pour dominer et se faire payer et mettre en place une rente. Donc il faut vraiment séparer la religion de Dieu. Je pense qu'en fait, dans le cadre des relations amoureuses, c'est un peu la même, et en Thaïlande tout particulièrement. D'un côté, il y a l'amour, ma petite femme, je t'adore, mais tu es tout à fait présente dans mon cœur, tu es tout pour moi, oui, 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 je t'aime. Et de l'autre, il y a le pognon. Et je pense qu'en fait, au milieu, il faut mettre la même frontière. Et donc ne jamais installer sa femme, sa copine, sa concubine, sa maîtresse sur un acte de propriété. Bien sûr, les Thaïlandaises, elles sont pas nées, c'est un sport national que de plumer les idiots, donc les Thaïlandaises sont passées maîtres dans l'art de proposer leurs services par rapport à cette loi sur la propriété du sol, mais jamais. C'est pas un petit peu ou peut-être ou machin. La seule cas de figure où on peut le faire, c'est, je sais pas, si on pèse 10 millions et d'euros et qu'on va acheter une baraque à 200 000 euros et que la nana veut lui filer 51% de 200 000 euros. Oh, là c'est cohérent parce que de toute façon si on les perd on en a rien à foutre, et puis en même temps si on passe des années ou même si on fait un enfant avec une Thaïlandaise, et à un moment on a aussi envie de protéger sa descendance et de subvenir aux besoins, donc c'est une manière détournée de régler la question. Mais si on pèse 500 000 euros et qu'on met 200 000 ou 300 000 dans une maison dont 51% sur une Thaïlandaise, c'est juste du suicide financier pur et dur. Je pense qu'en fait, dans toutes les histoires qu'on entend par rapport à ce droit du sol et ces arnaques, le souci c'est que en Europe, on oublie que la pauvreté et la faim. Et on projette notre univers sur le reste du monde. Et malheureusement, le reste du monde, c'est pas l'Europe ou les États-Unis, c'est pas le monde blanc, quoi. Et donc les gens, ils ont faim, ils ont juste dû faire beaucoup de choses juste pour pouvoir bouffer à leur faim et survivre. Et donc la confrontation, moi j'aime bien les gens qui sont dans le mode survie en fait. C'est des gens qui me plaisent parce que c'est des gens qui sont centrés vers l'essentiel. À partir du moment où ils ont certaines caractéristiques émotionnelles, moi c'est des gens dont je m'entoure. J'aime bien d'une manière générale la pauvreté parce que je trouve que ça nous focalise sur ce qui compte vraiment. Les valeurs liées à la pauvreté, à la survie sont des valeurs qui me conviennent. Je pense que ça nous force à nous concentrer sur les bonnes choses, sur des choses. Je ne vais pas dire les bonnes choses, c'est complètement personnel, mais ça nous force à nous concentrer sur des choses qui comptent par rapport à ce que moi je pense qui doit compter, on va dire. C'est un peu du charabia, mais ça nous force à nous concentrer sur l'essentiel, quoi. Et voilà, et le socialiste en France, la bouche pleine d'aides qui touche 300 d'APL, 400 de RMI, plus machin truc, ticket bidule, à qui on fournit un logement subventionné et tout, et qui va nous parler de pauvreté, je suis désolé, mais ça me débecte. Quelqu'un qui est vraiment pauvre, et j'ai croisé beaucoup de gens pauvres, que ce soit au Costa Rica ou en Thaïlande,
C'est des gens que j'ai appris à respecter et qui me touchent. Mais le mec là en France qui est suraidé, qui dit ouais, tu sais pas ce que c'est de répartir la pauvreté avec tes baraques, avec tes machins, tu payes pas d'impôts, enculé. Il me débecte. Voilà. Donc, et le problème c'est que c'est un piège parce que quand les Européens les Américains ou les Australiens viennent se confronter à des gens qui sont en mode survie, qui ont fait 25 ans de mode survie, ouais, mais ils pensent que la force des sentiments va être supérieure au mode survie, mais non, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est en mode survie. Voilà, donc si le mec il va tringuer une autre nana dans le dos de sa nana et qu'il a fait la connerie de laisser 51% de sa maison au nom de sa nana, qu'il est en train de tromper, et derrière la nana le plante, il va pleurer sur YouTube qu'il s'est fait enfumer. Non, ça marche pas comme ça la vie. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de propagande, les torts sont partagés. Je vais revenir plus tard sur les relations amoureuses et sur les femmes. Ça, c'est le 4e point que je vais évoquer dans cette vidéo. Mais et voilà, donc dans l'immobilier, voilà, il y a d'un côté il y a le pognon, il y a l'immobilier, il y a les affaires, il y a machin, et de l'autre il y a l'amour. Et ces espèces de contrats de propriété, il faut surtout pas s'en mêler les pieds dans le tapis à ce niveau-là. Ça c'est clair. Il faut que tu fermes à 100%. Et le problème des hommes, encore une fois, c'est qu'ils arrivent en Thaïlande, ils fument, ils pètent des boulons sur des minettes, voilà, qui sont super sexy et tout, qui se mettent à baiser dans tous les sens. On voit des mecs mais péter des boulons, péter des durites, perdre tout sens des réalités. On en voit mais plein, ça arrive, mais tous les jours on en voit des comme ça. Et se marier au bout de 2 mois, ou c'est la femme de ma vie, ou machin. Ils ne comprennent rien et ils se font planter et ils se font punir parce que ils font des erreurs, voilà, ils rêvent, ils sont dans l'illusion, ils se font punir, voilà. Donc il faut garder une certaine distance par rapport à tout ça. Il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Et le contrat de propriété, c'est un avocat, il faut payer. Alors il faut payer avocat, c'est cher, machin, tout ça. Oui, il faut payer. Bon, en France on paye un notaire, en Thaïlande on paye un avocat, voilà. Un cas sérieux. Après les mecs ils vont choisir des avocats au rabais qui font n'importe quoi et ils se refont planter. Il faut vraiment être cohérent et acheter de la prestation de services sérieuse auprès d'avocats professionnels qui bossent souvent avec des Américains, parce que les Américains sont ultra procéduriers, donc c'est un gage de sécurité. Et il faut avoir des prête-noms professionnels. Les grandes fortunes aujourd'hui utilisent des prête-noms partout dans le monde, à Singapour, ailleurs. Sur Objectif Eco, certains d'entre vous m'ont parlé de ce qui se passait à Singapour en termes de prête-noms pour gérer l'argent, même de Français, d'ailleurs, de clients français. Donc le prête-nom est une industrie, il y a des gens qui sont sérieux là-dedans, et il faut utiliser cette industrie pour acheter une maison en Thaïlande, et surtout pas aller faire un truc cheap au rabais. Surtout pas. Ça se termine presque tout le temps mal. Il y a, je crois que j'ai lu, il y a entre 1000 et 2000 dossiers en permanence chez les avocats, sachant qu'on est je sais pas combien d'expatriés, mais je sais pas combien d'expatriés achètent des maisons en Thaïlande, mais voilà, donc c'est un pourcentage non négligeable de gens qui se font tout prendre. Généralement ils récupèrent jamais rien. Donc dès le départ il faut savoir ce qu'on fait, on ne mélange pas l'amour et le pognon, surtout en Thaïlande. Alors ensuite, le deuxième argument qui a été évoqué, c'est le visa. La Thaïlande ne donne pas de visa, il faut sortir du pays tous les 3 mois. Alors déjà, donc les fast run visa, c'est en cours de blocage. Enfin, où la Thaïlande refoule aux frontières tous les mecs un peu zarbis qui vont passer 3 jours au Laos ou au Cambodge et puis qui rentrent dans le pays. Il y a une tendance à les foutre dehors, à leur dire maintenant, tu es déjà venu 2 fois dans l'année, tu peux pas rentrer sur le territoire. Et deuxièmement, en fait, la Thaïlande a proposé pour un public disposant de moyens financiers supérieurs à tous les mecs bizarres, un système de visa de luxe, visa permanent 5 ans, qui coûte $200 par mois. $200 pour $200 par mois, vous avez un accès permanent à la Thaïlande, vous faites ce que vous voulez, vous sortez 30 fois de l'année du pays, vous rentrez 30 fois, vous êtes en fast track tout le temps, on vous envoie une limousine, vous cherchez chez vous à chaque fois que vous quittez la Thaïlande, à chaque fois que vous revenez en Thaïlande, vous avez une limousine avec chauffeur qui vient vous prendre à l'aéroport, qui vous ramène chez vous. Il y a comme ça un certain nombre de services liés, c'est des visas VIP. Donc là, sélection par l'argent, bah ouais. Donc on m'a expliqué au début, parce que les gens ne comprennent pas bien au niveau les systèmes, comment ils fonctionnent. On m'a expliqué, mais c'est un scandale, non mais on paye et tout, il faut payer pour vivre en Thaïlande, mais qu'est-ce que c'est que ces visas et tout. Mais je voudrais juste vous rappeler un tout petit détail. Un Français moyen, il dépense 1800 € par mois pour son loyer, sa bouffe, ses vêtements, ses machins, ses trucs, ses mômes, ses bidules, sa bagnole, ses assurances, sa survie.
1800 € par mois qui sont facturés à 19,6 ou 20% de TVA, on va dire. Donc ça fait 360 € de taxes par mois qu'ils payent là, juste pour vivre en France. En Thaïlande, vous avez 7% de TVA. 7. Et c'est sur une zone dollar. Si vous calculez la différence de 13% de TVA sur un budget de 2000 € par mois, déjà ça vous coûte. Vous faites une économie de TVA qui est supérieure au coût du visa valable 5 ans avec l'histoire de la limousine et tous les services qui sont associés. Est-ce que à nouveau la Thaïlande, voilà, au lieu de faire cracher les Thaïlandais n'imposent pas une grosse TVA aux Thaïlandais et ils vont faire cracher les étrangers qui ont plus de moyens financiers via un visa de manière à rétablir la balance. Voilà. Donc, est-ce que c'est stupide? Est-ce que c'est crazy? Est-ce qu'il ne faut pas aller en Thaïlande parce qu'il y a ce système-là? Mais il faut arrêter de rire. Tout le monde, tous les Français vont dépenser 1500, 2000 € par mois pour assurer leur train de vie, même en Thaïlande. Donc cette TVA qu'ils vont économiser en Thaïlande, ils vont la redonner sous une autre manière à travers un visa 5 ans permanent et hop, fini, esprit tranquille, le problème du visa il est terminé. Il y a des gens qui ont quitté la Thaïlande à cause de ça. Ok, je comprends la junte militaire thaïlandaise, casse-toi mec, vas-y casse-toi, tu veux pas payer 200 $ par mois pour être chez nous, et barre-toi, va payer ta TVA aux autres États, et si tu considères que les autres États te donnent un meilleur service. Voilà, donc si tu aimes la Thaïlande et que tu veux pas payer tes 200 $ à la place de la TVA sous forme de visa, je comprends les militaires qui pensent que les gens sont, voilà, ils les ont confrontés à un choix, et moi ce choix je trouve vraiment pas idiot, cette proposition et cette offre de la part du gouvernement thaïlandais, je trouve vraiment pas idiote. Donc l'histoire du visa, c'est vraiment pas, ça doit pas être un frein pour s'installer en Thaïlande, ça c'est clair. Alors le troisième argument qui a été évoqué par Aurélien Maker, ça concernait l'investissement et le fait de récupérer son argent et de le dépenser en Thaïlande. Alors là, il est parti dans un plan, je n'ai pas eu ces infos, assez bizarres. Bref. À un moment donné, il s'est fait enfumer, il a eu 2-3 abrutis qui lui ont bourré le crâne et il n'a pas pris... Donc on peut rentrer autant d'argent qu'on veut en Thaïlande. Hein. On a tous rentré des centaines de milliers. Moi je pense qu'on a rentré plus de 100 000 € en Thaïlande à la louche. Ouais, rien qu'avec mon loyer, peut-être même 150, 200 000 €. Je sais pas combien j'ai en Thaïlande, je suis pas de comptasse. Hein. Ma vie en Thaïlande, c'est ma vie personnelle. Je compte pas, je la compte pas, je la comptabilise pas. Toujours est-il que oui, on peut tout à fait vivre avec une société à Hong Kong et travailler et facturer à Hong Kong et s'envoyer son argent en Thaïlande directement. On peut payer son loyer directement depuis Hong Kong, c'est ce que je fais. On peut avoir une carte bleue, un compte bancaire avec un visa, on peut ouvrir un compte bancaire avec des cartes bleues et on peut tirer autant qu'on veut de pognon en Thaïlande, ça pose aucun problème. L'autre argument c'était on ne peut pas investir son argent en Thaïlande. Mais c'est des gamineries ça, franchement, ça c'est assez français d'ailleurs, investir son argent dans son pays. Donc investir son argent dans le pays où on vit, non, moi je pense que c'est une très très mauvaise idée. Je pense au contraire qu'il ne faut jamais investir son argent dans le pays dans lequel on vit. Ça permet d'avoir une certaine forme de liberté, ça permet aussi de pouvoir se barrer si le pays ça se passe mal. Donc l'économie thaïlandaise est fondamentalement pas mauvaise et on me pose souvent les questions, est-ce que j'achète des actions de la bourse thaïlandaise, moi qui suis sur place? Non, j'ai aucune idée et je vais vous révéler quelque chose que j'ai découvert au bout de 3 ans. Non seulement je suis sur place à Bangkok, mais en plus je vis en face de la bourse de Thaïlande. C'est-à-dire que j'habite, vous avez vu, il y a une vidéo que j'ai publiée, il y a mon immeuble, il y a un lac en plein centre-ville et de l'autre côté il y a un bâtiment et c'est de la bourse de Thaïlande. Donc je vis en face de la bourse de Thaïlande, je n'ai absolument aucune idée de ce qui s'y passe, de qui code quoi, machin. S'il y a des opportunités ou pas, je m'en fous. La devise n'est pas fondamentalement mauvaise, mais moi j'ai une règle, encore une fois, j'investis jamais mon argent dans le pays dans lequel je réside. C'est trop dangereux. En termes de liberté, de gestion du risque, voilà. Donc, est-ce que ça va être un frein parce qu'on ne peut pas investir son argent dans le pays dans lequel on habite? Non, non, c'est même au contraire. Ça doit être un tremplin pour aller chercher des opportunités d'investissement ailleurs dans le monde. Moi, en ce qui me concerne, ce sera Costa Rica, États-Unis et puis Inde. Voilà, donc j'habite en Thaïlande. Voilà. Aujourd'hui, avec l'internet banking, avec tous les services financiers divers et variés, on peut vraiment faire ce qu'on veut, les traders, dans toutes les devises. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Je vois pas le lien entre pas habiter en Thaïlande et pas pouvoir placer son argent. Surtout qu'il y a des meilleures opportunités en dehors de la Thaïlande qu'en Thaïlande. Donc voilà. Donc ça, j'ai pas compris l'argument non plus.
Et enfin, il y a un dernier argument qui a été évoqué par Aurélien, donc là c'est plus du débat de société. Ça va être un peu trash tout ce que je vais raconter, parce que surtout quand on habite en France, on n'est pas préparé, avec tout ce que je vais vous dire, parce que ça sort vraiment. Il faut comprendre que la Thaïlande c'est un autre univers. C'est pas Jésus-Christ, hein. On est bâti depuis 20 siècles sur un modèle, voilà, avec tout un tas de valeurs. Bouddha, c'est un truc qui n'a rien à voir. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec nous. C'est même pas les mêmes priorités, c'est pas le même rapport avec la femme. Il y a tout qui est différent. Pas le même rapport au temps, pas le même rapport avec la vie et la mort d'ailleurs. Tout est différent. Donc Aurélien Maker, là, il a un peu dérapé à mon avis. C'est le truc qui est le plus dérangeant de sa vidéo et c'est pour ça que je réagis publiquement. Il a dit textuellement que donc il y avait beaucoup de prostituées, donc on va appeler une prostituée une pute, hein, parce qu'on va appeler par son nom, comme tous on en parle, et que quand on avait une petite copine, et ben l'homme devait la payer, lui donner de l'argent, l'entretenir tous les mois. Et donc ça c'est des putes, c'est une prostituée. Et donc ceux qui s'installent avec une femme qu'ils entretiennent vivent donc avec des putes, selon la logique d'Aurélien. Et c'est là où il y a la logique catholique qui entre en confrontation avec la logique de Bouddha, et ça ne m'assère pas bien dans beaucoup d'esprits de français. C'est pas qu'Aurélien qui dit ça, ça revient très régulièrement. Donc moi, si j'écoute Aurélien, ma mère était une pute parce qu'elle n'a jamais bossé, elle s'est fait entretenir par mon père. Ma grand-mère était une pute parce que pareil, elle s'est fait entretenir. Mon ex-femme, sa mère avait arrêté de bosser pour la pondre à 35 ans, elle n'a jamais rebossé, elle a touché donc de l'argent tous les mois de la part de mon ex-beau-père, donc c'était une pute aussi selon Aurélien Maker probablement. Je voudrais rappeler juste que je crois qu'avant 1976 en France, les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans l'accord express du mari. Et elles travaillaient très peu. Ça démarre dans les années 70, travaillent les femmes. Donc avant 1970, grosso modo, il y avait que des putes en France, que des prostituées qui se faisaient entretenir par leur mari. Je veux dire, ça n'a pas de sens de penser comme ça, même si je comprends bien, parce qu'on a vu l'évolution de la société française depuis quelques décennies. Et je vois bien le langage des hommes français qui s'est modifié. Je crois que tout le monde est un peu perché par la rhétorique française, mais la réalité c'est que depuis la nuit des temps, les femmes sont entretenues par les hommes. Le job d'un homme, ça reste quand même de protéger sa femme, de subvenir à ses besoins et de lui envoyer de la monnaie pour qu'elle puisse vivre correctement. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est ce qui m'a dérangé dans la vidéo d'Aurélien encore une fois. C'est que quand on est européen, on vit dans des États où il y a une sorte d'État-providence qui offre des droits de protection de la femme, qui offre des prestations sociales, hein, de santé, de retraite, etc. Et donc on pense à tort que ce fonctionnement et cette société, c'est comme partout comme ça sur Terre. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça régule les rapports hommes-femmes. L'État régule vraiment en Europe et en France et probablement au Portugal, je ne sais pas, parce que je ne connais pas bien le Portugal, mais ça régule les rapports hommes-femmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Asie, il n'y a absolument pas l'État, il n'y a pas d'impôt. La Thaïlande se fout complet de l'argent que vous gagnez en dehors de la Thaïlande. La Thaïlande ne taxe que l'argent que vous gagnez sur le sol thaïlandais. La contrepartie de ça, c'est qu'il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de sécurité de la femme. Les Thaïs, ils font des mômes aux gonzesses et puis ils se cassent, ils ne payent rien. Donc les femmes doivent payer les enfants. Quand la famille a des problèmes en Thaïlande, c'est souvent la femme qui doit envoyer l'argent. Les hommes ne travaillent pas des masses pour payer les problèmes familiaux. Ça, on s'en est tous aperçus. Et donc et les jobs, ils sont que pour les hommes. Il n'y a pas de belles opportunités professionnelles. Lui, il m'emmerde, lui. Il faudrait qu'il se taise. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités professionnelles pour les femmes en Thaïlande. Et alors, aller reprocher aux femmes de vouloir se faire entretenir par des occidentaux dans le cadre d'une relation amoureuse et de les appeler prostituées ou putes parce qu'elles demandent de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, je trouve que c'est un peu grossier, pas très élégant. Et je suis plutôt misogyne à la base. Mais à un moment, il faut quand même savoir de quoi on parle et de savoir ce qu'affrontent comme réalité les femmes en Thaïlande. La réalité est difficile. Pour une femme, franchement, aujourd'hui en Asie, la réalité, à part au Japon, les femmes ont des conditions de vie qui sont quand même très largement pires à celles que vivent en Europe les femmes. Mais ça va encore plus loin. Le mec qui ne comprend pas que donc il n'y a pas d'État pour protéger la femme, et le mec qui ne comprend pas qu'il a intérêt à payer de l'argent, il se tient une balle dans le pied. Parce que qu'est-ce qui se passe en France? Regardons depuis les années 70 ce qui s'est passé. On a commencé à faire travailler les femmes. Voilà, donc les femmes sont devenues moins disponibles. Donc il faut quand même qu'on regarde ce qu'on leur impose. Elles doivent bosser, donc gagner de l'argent. Elles doivent maintenir à jour le foyer. Généralement, c'est elles qui achètent la bouffe, c'est elles qui s'occupent des mômes, principalement.
enfin à ma connaissance. Donc elles sont épuisées par le boulot, voilà, et ensuite il faut qu'elles baisent avec le mec. Et elles n'y arrivent pas, et c'est normal, elles ne peuvent pas tout gérer partout en même temps, elles explosent au niveau de l'énergie, c'est impossible de tout faire. Une femme qui est entretenue, les mecs, une femme qui est à la maison, elle va être beaucoup plus disponible et il va y avoir beaucoup plus de sexe disponible que les mecs qui font bosser leurs femmes. Et qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils arrêtent de baiser, il suffirait Google, c'est l'apologie de la branlette. Aujourd'hui, en France, en Europe, vous regardez les statistiques, mais les mecs passent leur temps à se masturber. Mais c'est quoi cet univers, c'est quoi cette rhétorique qui consiste à dire faisons travailler les femmes, on leur donne pas de l'argent, c'est des putes si elles réclament de l'argent, elles doivent pas être dépendantes de nous. Et de l'autre côté, on passe notre temps à se masturber sur des films de boules. Mais moi, cette société, elle me fait vomir, je trouve ça complètement ridicule comme plan. Je préfère 50 fois donner 1000 € par mois à une nana pour qu'elle soit tranquille, safe, elle se sent protégée, elle va être 50 fois plus disponible, et c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Moi, ça fait 3 ans que je vis, j'ai fait 1 an avec une nana et 2 ans avec une autre. Je suis toujours avec d'ailleurs. Voilà, ça me coûtait 1000 € par mois. Et là, voilà, elles sont toutes disponibles. Elles passent leur temps à se bichonner, à s'acheter des super fringues sexy. Elles passent leur temps à avoir envie de baiser. Et c'est un autre calcul, c'est une autre société. Mais franchement, entre donner 1000 € à une femme pour qu'elle soit disponible ou me taper une nana comme en Europe qui est complètement indépendante et qui est disponible 3 fois par semaine quand ça lui chante et quand elle n'a pas ses hormones qui la travaillent ou que son boss lui a pas fait chier, lui a pas pété une durite, franchement, si on juxtapose bout à bout les deux systèmes, je dis juste que les options se valent ne pas les vivre en Thaïlande parce que toutes les nanas sont des putes parce qu'elles réclament de l'argent pour se faire entretenir, je pense pas que ça soit un bon argument pour choisir ou pas choisir une destination. Je pense qu'il faut voir au-delà, il faut voir comment le système marche. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que heureusement que la Thaïlande existe, heureusement qu'il y a une alternative au modèle européen. Parce que moi, le modèle européen, franchement, la branlette sur Internet, et me dites pas que je suis en train de déconner, Google, c'est la moitié des requêtes chaque jour de sexe sont tapées. Donc, grosso modo, il y a la moitié de la France qui se paluche parce qu'elle est toute seule, parce que les femmes sont pas disponibles, elles veulent pas baiser. Moi, je suis quand même content que la Thaïlande propose une alternative et permet... Je suis content que la Thaïlande propose une alternative et permette un autre mode de vie qui soit quelque part. Moi, je pense que ce mode de vie, il me convient mieux en Thaïlande et l'Europe me convient moins bien. Je trouve pas ça génial d'être tout seul en permanence isolé parce que sa nana n'est pas disponible. Donc le choix de la Thaïlande, il faut le regarder sous un angle un peu différent que ce qu'on veut bien y voir et bien voir les atouts, les inconvénients. Donc penser que toutes les femmes thaï veulent que le pognon, ça revient en boucle. Évidemment, ce qui revient en boucle. Vous avez tout un tas de mecs qui débrouillent en Thaïlande, ils ont 55-60 ans, sont gros, sont un peu idiots, et ils sont tout seuls en France, en Europe, en Australie, aux États-Unis, et voilà, ils se prennent une petite nana qui a 30 ans de moins, et ils pensent qu'il y a de l'amour. Ça, évidemment, ça je dis pas ça. Hein. Mais je dis juste que si vous avez une nana qui a 10 ans de moins que vous, et que vous êtes à peu près normal physiquement, et que la nana aussi, si vous pensez 2 secondes qu'elle est là que pour le pognon et qu'elle a rien à foutre de votre gueule, bah évidemment si vous ramassez une raclure, oui il y a des femmes qui sont des raclures et qui sont vénales, mais j'en connais plein en France aussi, ça coûte cher une femme en France déjà, et les Français ils chiffrent pas souvent le coût que leur femme leur coûte. Et deuxièmement il y a un paquet de femmes, il suffit de regarder, de toute façon c'est simple, hein, vous allez dans les quartiers pourris du sud de Paris, vous baladez dans les rues, on le sait tous, hein, moi j'ai fait expérience, les femmes sont grosses, sont moches, voilà, vous allez dans le 8e à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 16e, dans les beaux quartiers, il y a plein de bombes partout, il y en a une toutes les 5 secondes qui apparaît, qui sont super roulées, qui sont belles, des beaux visages. Et après qu'on vient de pas me dire que les Françaises sont pas vénales non plus, sinon elles seraient pas toutes agglomérées dans les zones où il y a du pognon en France, et puis on trouverait répartis partout sur le sol français, ce qui n'est pas vrai. Donc oui, les femmes qui ont un physique à vendre, elles le vendent, elles vont choisir un mec qui a plus de pognon, elles vont arbitrer avec un mec qui a plus de pognon, ça oui, mais ça existe partout dans les pays.
Mais de là à penser, si vous faites pas le con, donc si vous prenez pas une nana qui a 30 ans de moins que vous, de là à penser que c'est impossible ou qu'il ne faut pas aller vivre en Thaïlande parce que toutes les femmes sont vraiment que vénales, elles veulent que de l'argent, elles veulent que se faire entretenir. Je lui dis franchement non, c'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Donc bon, j'espère dans cette vidéo ce que je voulais apporter c'est un point de vue plus nuancé, plus ambivalent, parce que dans le fond quels que soient les modèles, la femme française a des choses et elle peut apporter des choses que la femme thaïlandaise ne pourra pas apporter non plus. Je pense que tous les modèles ont des atouts et des inconvénients, il faut les cerner et après il faut faire son choix en connaissance de cause. Mais il n'y a pas des super modèles d'un côté et des mauvais modèles de l'autre. J'ai cherché, hein, mais il n'y a pas des super pays pour s'expatrier, d'un autre côté des mauvais pays. Il y a toujours, tous les pays ont certains atouts à faire valoir. Et tous les meilleurs pays, il y a quand même des emmerdes. Il y a quand même des inconvénients. Ah, c'est un jeu, que ce soit les relations amoureuses ou l'expatriation, rien n'est parfait, c'est de l'arbitrage, c'est du compromis. Voilà. Donc en synthèse, oui on peut acheter l'immobilier, oui on peut avoir un visa facile, oui on peut bosser, facturer à l'étranger, récupérer son pognon, oui on peut investir à l'étranger, même en Thaïlande en cherchant bien. Et non, toutes les femmes ne sont pas des putes et des prostituées quand elles demandent à se faire entretenir, loin de là. Et oui, il est possible d'avoir des sentiments amoureux en Thaïlande. Voilà, en sachant bien ce qu'on fait, c'est tout à fait possible et envisageable. À bientôt.